qu'est-ce qui, selon toi, pourrait pousser quelqu'un à entreprendre un voyage pour se rendre au Pérou et poursuivre une expérience avec des chamans, poursuivre une diète. À ton avis, qu'est-ce qui doit motiver une personne pour qu'elle aille chercher ce genre de pratique et de discipline? Ce qui doit la motiver, j'en sais rien, mais je dirais qu'il y a un énorme ras-le-bol général de toute façon, quelque chose, le sentiment qu'il y a un truc qui tourne vraiment pas rond d'une manière générale dans sa vie et dans le monde aussi, et le besoin d'aller s'isoler quelque part pour faire le point avec elle-même et pour faire le point aussi avec la vie qu'elle est en train de mener, et voilà, je dirais que c'est ça le vrai point de départ. En fait. Le ras-le-bol. Ouais, un ras-le-bol, un sentiment qu'il y a quelque chose qui est pas juste, qu'il y a souvent, tu sais, en fait, les gens ils commencent à se diriger vers ça à la suite d'un burn-out ou tu sais, genre une grosse perte de sens, quelque chose qui va se passer et qui fait qu'en fait il y a ils voient qu'ils sont vraiment dans une mauvaise direction et qu'il faut rectifier quelque chose, si tu veux. Donc il va se passer, il peut se passer quelque chose pour de vrai, genre ouais, un accident, un burn-out ou quelque chose, ou juste un espèce de gros ras-le-bol, si tu veux. Voilà. Et c'est souvent de là que ça part en fait. D'accord, donc c'est une quête de quoi? C'est une quête de quoi? C'est une quête de sens. De sens. C'est une quête de sens, évidemment. Tu sais, quand t'as le sentiment que je sais pas, que ta vie elle est absurde en fait, tu sais, que tu te lèves le matin, tu fais quelque chose pendant toute la journée, t'entretiens des relations qui te font pas du bien et tu sais pas pourquoi en fait, hein. Tu sais pas pourquoi et t'as l'impression d'être dans un espèce de cycle infernal qui s'arrête pas. Tu vois aucune porte de sortie là-dedans. Ça c'est ce qui se passe à l'extérieur, la putain de machine. Et après, ce qui se passe à l'intérieur, c'est encore pire. Parce que dans ces cas-là, quand t'es pris à la gorge par ta propre vie, la machine qui est dans ta tête, elle est en mode furieux, et pour cause. Hein. Donc voilà, en fait, t'as une espèce un sentiment d'emprisonnement extérieur à faire quelque chose voilà, que t'es programmé à faire quelque chose qui te correspond pas et qui est pas du tout la raison juste pour laquelle t'es sur Terre, et une espèce de prison aussi à l'intérieur de ta tête qui te mine et qui te sape encore plus fort. Est-ce que tu penses que cette quête de sens peut amener une personne à passer par des étapes qui sont des étapes de souffrance dès lors qu'elle veut absolument trouver une vérité au monde dans lequel elle se trouve et à ce qu'elle doit y apporter? La souffrance, tu veux dire une fois qu'elle sera engagée dans le processus de diète? Est-ce que la fin justifie les moyens? Ouais, de toute façon... à part si t'es vraiment voilà, au courant de rien, t'as bien compris de toute façon que c'est un énorme travail sur toi et que tu t'engages dans quelque chose qui va vraiment pas être rigolo de toute façon. Donc oui. Oui, la souffrance, tu sais que tu vas y avoir droit. En même temps, vu la souffrance dans laquelle t'es à la base, j'ai envie de dire, hein, foutu pour foutu. De toute façon, c'est qui tout double. Donc je pense pas que ce soit un problème. Et de toute façon, il est évident que si tu veux obtenir quelque chose, alors il s'agit pas forcément de souffrance, tu sais, ou d'auto-sacrifice, ou enfin voilà, c'est pas non plus une obligation de le voir de cette façon-là. Par contre, voilà, quand tu vas fouiller la merde pour voir vraiment ce qui cloche. Tu vas fouiller la merde hein, quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler d'effort? On Oui. parle de travail, forcément. Ma voix, elle, met en évidence la notion de travail, puisque rien que le terme kung fu qu'on emploie aujourd'hui pour désigner les arts martiaux chinois, c'est un terme qui signifie travail, effort, sur une longue période de temps, dans le but de s'accomplir, okay, en tant qu'homme. Donc est-ce que toi, tu penses que justement la notion d'effort pourrait plutôt remplacer la notion de souffrance et de toute manière, cette espèce d'agitation que tu as en toi t'amène à pouvoir transcender plus ou moins ces efforts? Comment tu le vois toi ça? Est-ce que ce terme d'effort te parle?
Oui, de toute façon, encore une fois, quand tu fais les choses pour toi, quand tu te lèves le matin pour aller bosser et que tu te forces vraiment pour quelque chose qui n'a aucun sens, là, tu es dans la souffrance, d'accord? Ensuite, quand toi, tu as décidé quelque chose, que tu as pris une initiative qui est pour toi-même et personne d'autre en l'occurrence, dans ces cas-là, bizarrement, les efforts ou la souffrance, ou peu importe en fait comment on l'appelle, et même si le but que tu vises est pas tout à fait clair et que tu n'es pas sûr du tout d'y arriver, ce genre de démarche, quand tu l'entreprends de ton propre chef pour toi-même, tu es bizarrement prêt à supporter beaucoup plus de choses que quand c'est pour... tu vois? Si tu devais classer le type d'effort, ou plutôt les domaines dans lesquels il faut fournir des efforts pour mener une quête personnelle à travers la diète, à travers les plantes sacrées, comment tu pourrais organiser les choses? Qu'est-ce que Alors tu pourrais dire? j'aurais du mal à... J'ai un esprit qui est pas suffisamment comme ça pour te faire un classement. Euh, S'il y a quelques domaines qui te viennent là, ce seraient lesquels? Moi, je dirais Enfin, j'en mets un au-dessus d'autres. En fait, moi, ce que j'ai envie de pointer, je crois, c'est l'effort le plus monumental en fait qui se passe là-dedans. En dehors du fait qu'évidemment, t'es isolé, tu bouffes pas, t'es dans des états de conscience qui vont te retourner la gueule. Euh, euh, tu sais, le fait de regarder en face ces illusions et de renoncer à en nourrir de nouvelles. Une fois que t'as brisé ton mur, tu sais, tous on a un mur en fait fait d'un tas de pierres en fait constituées de toutes les illusions, tu sais, les fausses croyances, les choses qu'on a posées comme inébranlables, et on l'érige en fait toute notre vie. On pense que c'est une sorte de défense, si tu veux, quelque chose qui nous construit en fait. Hein. On se dit voilà, ça c'est moi, le monde est ainsi, c'est des espèces de briques de certitude, si tu veux, d'accord. Le problème c'est que quand le mur tu l'élèves, et plus, alors il y a des briques qui sont pas tout à fait les tiennes, hein, évidemment. Il y a ta société, il y a tes parents, il y a tout ce que tu veux, il y a tes peurs et des traumatismes qui fait que t'as mis, ok, voilà. Les gens sont comme ça, tu vois, j'ai souffert de cette façon, donc je mets une grosse brique en disant par exemple, voilà, j'ai plus confiance en personne, ou t'as eu la foi à un moment, t'as cru quelque chose de voilà, et bam, tu te prends un gros coup dans la gueule et ça dézingue tout ce que t'avais cru, donc tu dis ok, l'espoir en fait, ça amène à de brutades, voilà, l'espoir amène la souffrance, donc je suis un gros nihiliste, je crois plus en rien, voilà. Tout ça pour te donner des petits exemples, on va dire, de toutes les briques en fait qui peuvent constituer ton mur. Le problème c'est que effectivement ça peut être une défense, ça peut être un bouclier, mais c'est surtout en fait que ce mur au bout d'un moment il devient très grand, il devient plus grand que toi et il te cache en fait, il te cache le monde, il te cache des autres. Et voilà, donc en fait tu vas prendre ta masse, tu vois, et voilà, c'est ce qui se passe en diète en fait, hein. Que ce soit toi-même qui l'apprenne, soit que ce soit les plantes qui de toute façon vont dézinguer ton mur de conneries et ton mur de certitude, et ça va le dézinguer, d'accord. Après tu te retrouves dans un espace où tout est à refaire si tu veux. Tout est à refaire. Il n'y a pas encore ton nouveau toi. Alors peut-être que ton ancien toi, il est dézingué. Toi, t'es à terre. Tu peux plus te cacher derrière rien. Tu peux plus te définir. Tu sais plus qui t'es dans un sens. C'est là qu'on repart de zéro, d'accord? Le problème, c'est que à partir de là, c'est toi le créateur. Donc c'est à toi de décider. Quand je dis qu'en fait, voilà, il faut accepter de dézinguer les illusions et ne pas en nourrir de nouvelles. Parce que quand t'es confronté au zéro absolu comme ça, tout est à partir de toi. Mais tu peux tout à fait, en fait, reconstruire un nouveau mur en t'imaginant que les briques sont saines, en t'imaginant que cette fois-ci c'est la vérité, et en fait, d'où le fameux ego spirituel, par exemple, où on retombe en fait dans tout un tas de trucs. Et moi, je dirais qu'en fait, le plus fort, le plus couillu en l'occurrence, ce serait de ne plus rien reconstruire, d'être capable de vivre dans un et au final pour moi le soi c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Alors évidemment dans ce monde-là avec l'ego qui est quand même nécessaire, on a besoin d'un filtre, on a besoin de définition, on a besoin de certaines choses. Mais moi il me semble que le but absolu de la chose en l'occurrence, ce serait de ne plus poser aucune pierre et d'être capable en fait de vivre sans tu vois, sans rien définir, ça rejoint quelque chose de chez toi. Ça me parle, oui, tout à fait. Ouais. Tout simplement parce que on connaît par exemple Bruce Lee à travers ses films, à travers les combats qu'il a menés dans sa vie pour incarner des personnages qui faisaient partie de certaines minorités opprimées. Mais par contre, on le connaît moins pour ses talents de philosophe. Et ce dont tu me parles là me fait penser à sa fameuse expression be water. C'est ce qu'il voulait mettre en avant, hein, le fait de ne pas avoir de forme et de pouvoir justement s'adapter à tout et vivre le tout sans mettre de limites. Et il disait d'ailleurs, tu dois avoir justement comme limite le fait de ne pas avoir de limites. I said, empty your mind.
be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, is it? Si moi je prends les choses à mon niveau à travers les arts martiaux, je constate qu'en fait la démarche d'aller entreprendre une voie martiale ne part pas de la même quête. Souvent les gens qui entreprennent une voie martiale partent avec à la base une quête de force. Tu vois, ils ont la volonté d'être plus forts. Ça peut être plus fort que l'autre, ils s'estiment en faiblesse, ils ont la volonté d'être plus fort physiquement déjà, donc il va y avoir un travail qui va se faire dans la matière. Ensuite, ils veulent acquérir des techniques, donc un savoir-faire, donc il y a une quête de maîtrise d'un certain savoir-faire technique, tu vois. Donc c'est une autre matière, on va dire. Et petit à petit, il y a la quête d'une force psychologique, qui est en fait la quête de paix. Donc je dirais que la quête de force, petit à petit, va prendre le chemin de la quête de paix, puisque pour ma part, j'estime que la quête du bonheur, c'est avant tout une quête de paix. Et c'est ça que l'artiste martial cherche, sans pour autant le savoir forcément dès le départ. Mais en tout cas, c'est là que ça va le mener. Être capable de gérer des situations, être capable de les appréhender avec une certaine confiance, une certaine foi, puisque c'est ça qu'on va lui apprendre, la foi en lui déjà, en ses capacités, et le fait de l'accoutumer à des situations qui sont des situations conflictuelles, des situations extrêmes, on va dire, le fait de l'accoutumer à ces situations et de l'entraîner à avoir un self-control pour pouvoir exprimer son art dans ces situations qui sont des situations chaotiques, on va dire, où tout change très vite, où on est agité plus que dans toute autre situation, bah, petit à petit, il va gagner en confiance dans la vie en général, par rapport justement aux situations qu'il va aborder, qui seront des situations sûrement de moindre importance, bien que le conflit verbal qui généralement entraîne le conflit physique est un terrain qui est souvent très compliqué à gérer, et c'est là où il va devoir mettre en œuvre toutes les ressources qu'il aura été chercher dans sa manière d'appréhender le conflit physique. En fait, s'il n'est pas capable de transposer ses apprentissages dans le quotidien, si ça ne sert à rien, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'il est en train de faire, et il ne peut pas réellement être un artiste martial, il est juste on va dire un adepte d'un folklore, tu vois, qu'il organise dans une salle, hein, et puis il est lui avec un masque dans cette salle-là, il ne retire rien d'autre que de la satisfaction au niveau de l'ego, mais ensuite, à l'extérieur, bah, il n'en fait rien, à part peut-être essayer de briller en société grâce à ça, tu vois, et à ce moment-là, on est à côté de la chose. C'est marrant parce que ça rentre quand même vraiment en résonance avec mon domaine à moi pour le coup, parce que quand tu parles d'agitation et de machin comme ça, on est bien d'accord que quand tu vas prendre de l'ayahuasca ou voilà des trucs comme ça, il y a une énorme agitation, on va dire, bon au niveau intérieur, d'accord. C'est quand même une putain de centrifugeuse ce truc-là, donc ça va réveiller tout un tas de choses, en l'occurrence qui sommeillent en toi, des émotions, des trucs traumatiques, des fois des sentiments extrêmement forts comme je sais pas, la colère, ou il peut y avoir de la haine de soi, ou enfin énormément de choses, d'accord. Et en fait t'es pas juste censé être en mode électrocution, voilà, les chamans a priori, c'est sur ça qu'ils insistent d'ailleurs au niveau de la concentration, ils veulent absolument que durant les cérémonies on soit capable, en fait, si tu veux, je sais pas, de fendre le truc, quoi, sans se laisser attraper par tous les démons, en fait, qui sont tout autour de toi. Donc cette espèce de force, en fait, dont tu parles, et cette paix aussi, en fait, parce que ce qu'il faut, en fait, c'est être capable de fendre la houle des visions et des émotions avec voilà, d'une façon inébranlable, en fait, comme un gros navire, si tu veux, que les vagues elles s'écrasent contre, mais le truc il bouge pas, si tu veux, et de conserver une espèce de paix, en fait, comme quelque chose qui ne bouge pas, qui ne se laisse pas, tu vois, pénétrer, en fait, par les démons. Et du coup, quand tu es capable de ça dans une situation vraiment hardcore comme une cérémonie d'ayahuasca où t'en prends quand même plein la gueule, sans compter que t'as le corps aussi qui vacille, hein, t'as le corps qui part en couille, clairement, pardon de le dire, et quand tu es capable, en fait, d'affronter ce genre de choses, après dans
dans la vie réelle, avec ta conscience ordinaire, tu peux tout à fait en fait gérer tes émotions, ou les gens qui vont te faire chier comme un démon d'ayahuasca, exactement de la même façon en fait. Donc on est d'accord que ce sont des disciplines en fait qui t'enseignent à être droit et être dans la paix en toutes circonstances. En fait, j'aime beaucoup ce que tu as dit là-dessus. Est-ce qu'il y a un travail spécifique sur le corps qui est fait pour avant d'aborder justement ces espèces de combats internes? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique de manière à ce que l'être humain, au niveau physique, puisse encaisser ce genre de choses? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien qu'honnêtement le corps soit très important pour les chamans. De ce que j'en sais, en tout cas de l'expérience que j'en ai, et c'est d'ailleurs un peu c'est pour ça justement que ça me paraissait intéressant qu'on commence à discuter d'allier nos arts, parce que moi je sais que voilà, je vais partir d'une façon très personnelle, en étant dans la jungle, il m'a en pleine diète si tu veux, il m'a semblé que si j'avais été capable de faire des trucs comme tu fais toi en fait, des exercices de Qigong, des trucs tu sais qui voilà quoi, il m'a semblé que ça aurait apporté quelque chose en plus. Alors pas forcément pour en pleine cérémonie être capable d'affronter la chose mieux, mais il est évident en tout cas que voilà, dans le chamanisme le corps est tout à fait lié à l'esprit, c'est une même entité. Donc évidemment quand tu gerbes par exemple, tu gerbes une émotion. Tu gerbes pas quelque chose qu'il y a vraiment dans voilà, et il se trouve que tes émotions, tes machins vont prendre une forme physique et tu vas pouvoir les extraire d'une façon physique en fait. Donc c'est génial si tu veux. Par contre, ouais, non, il n'y a pas le. Je trouve que ce serait intéressant justement. Je pourrais inverser l'argument dans le sens où on a beaucoup aujourd'hui de pratiques purement physiques dans les pratiques martiales, dans les voies martiales, qui ne mènent pas vraiment très loin. Tout simplement parce qu'on a oublié que les arts martiaux étaient des voies, justement, des voies de travail sur le soi. Aujourd'hui, on en a fait des sports. Et donc, majoritairement, ce qu'on propose, c'est une espèce de gesticulation folklorique, tu vois, où tout le monde s'active autour de deux thèmes, soit le spectaculaire, soit le self-défense. C'est-à-dire que beaucoup de gens se laissent encore bercer d'illusions, en pensant, à cause du cinéma, que si on entreprend la pratique d'un art martial, c'est avant tout pour être capable de mener des combats. Okay, simplement, lorsqu'on parle de mener des combats, on parle de combats physiques. On veut s'opposer à l'autre. Alors que tout ça, c'était symbolique dans les pratiques martiales. Celui que tu affrontais réellement, c'était toi-même. Et tu te construisais dans cette optique d'affronter un autre qui n'était que le symbole de toi-même, pour pouvoir te transcender, te dépasser sur plusieurs plans. Donc il y avait effectivement le plan physique, sur lequel tu allais mener un travail, mais le but n'était pas... le but était avant tout la santé, de pouvoir arriver à développer au niveau de la matière le plus haut potentiel possible de qualité, tu vois, physique, quelle qu'elle soit. Et ensuite, petit à petit, ce corps étant construit, selon des lois bien précises, allait pouvoir permettre à une énergie plus interne, plus profonde, de s'activer et de pouvoir, à ce moment-là, ouvrir les portes d'un autre monde, celui du travail, justement, de ce qu'on appelle le chi, l'énergie vitale. L'un n'allait pas sans l'autre, effectivement, mais souvent, c'est vrai que les personnes qui entreprenaient une quête martiale rentraient par la porte, on va dire purement physique, de la matière, et de toute manière, les arts martiaux sont une voie initiatique alchimique, et il faut d'abord fouiller la matière. On est venu s'incarner dans un monde de matière, donc commencer par aligner cette matière, l'équilibrer, la rendre silencieuse, c'était le moyen d'ouvrir les portes pour un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil par la suite. Par contre, c'est une voie très lente qui en plus s'est perdue, et je retrouve les enseignements que j'ai pu toucher du bout du doigt en étudiant les arts martiaux traditionnels à partir de ton discours sur les voies chamaniques. C'est pour ça, finalement, qu'on est amené à discuter, qu'on est amené à se rejoindre aujourd'hui à travers nos disciplines. C'est que on observe qu'elles apportent un chemin, enfin deux chemins qui vont se rencontrer à partir de deux portes opposées qui ont fait tous deux un gros travail dans un domaine et qui pourraient être à même d'être
complétée Oui, par la voix de l'autre. On est d'accord là-dessus. oui, entièrement. Si toi aujourd'hui tu devais dresser un portrait du chemin idéal que tu proposerais toi aujourd'hui à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ok moi voilà j'aimerais non pas suivre spécifiquement une quête à travers l'ayahuasca, mais je voudrais aller vers moi. Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Déjà commencer par le nettoyage, ça c'est une évidence. De toute façon, avant de rajouter quelque chose, et de toute façon, en fait, je pense même qu'il faut rien rajouter en fait. L'idée n'est surtout pas d'ajouter pour arriver vraiment à l'être. De toute façon, c'est absolument rien ajouter. Un dépouillement. Un dépouillement. Donc je dirais, alors l'ordre par lequel je le prendrais, là par contre je le prendrais, voilà, moi comme je l'ai appris au niveau chamanique, un nettoyage du corps avec différentes... bon, il se trouve qu'il y a des plantes qui nettoient le corps. Moi je sais que j'aime aussi beaucoup le témascal. C'est la hutte de sudation mexicaine. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, en plus tu sais c'est lié aux éléments évidemment, c'est lié à la terre-mère en fait. L'idée si tu veux c'est qu'en fait cette hutte en fait comme ça, c'est censé être le vagin en fait de la terre-mère, donc c'est une renaissance si tu veux. Donc tu vas passer par les différents éléments en fait, hein. Voilà, je sais plus dans quel sens c'est exactement, mais ça c'est quelque chose que tu sens en fait, hein. Quand tu sais que c'est cette porte-là, si tu veux, tu te connectes à l'élément feu, tu te connectes à l'élément terre, à l'élément air, en fait, elles sont très différentes. Bien qu'en fait tu restes dans le témascal, tu vis quelque chose d'extrêmement différent. Le fait qu'en fait ta speur rejoigne, tu sais, la terre, et à la fin, je peux te dire que vu la chaleur qui est là-dedans, tu finis vraiment, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et que quand tu sors de là, alors t'as l'impression, tu vois, d'avoir donné, c'est pour ça que, enfin, c'est du nettoyage évidemment, t'as l'impression d'avoir donné, tu sais, d'avoir exsudé une énorme partie de toi en fait, directement dans la terre, et que c'est accueilli d'une façon bénéfique en fait, pas comme si tu te défaisais de quelque chose, comme si tu jetais des ordures en fait si tu veux, mais que la terre en fait a la capacité d'accepter et de recycler en fait ce que les mauvaises choses plus ou moins peut-être que tu vas lui laisser, d'accord. Donc ça par exemple, tous ces trucs de nettoyage, sans compter évidemment les plantes purement amazoniennes qui nettoient le mental, qui nettoient le corps, sans compter l'ayahuasca elle-même qui est quand même une sacrée purge en tant que telle, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, la purge. Moi je commencerais par quelque chose comme ça. Alors, je vais juste faire un petit... je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, lorsque tu as parlé du témascal, tu as parlé de cette connexion avec la Terre. Et en fait, ça me parle énormément puisque on attribue au Kalaripayat, cet art martial indien, on dit que c'est le premier art martial, le Kalaripayat, qui aurait été recensé. D'accord, donc c'est un art indien. Et... il faut savoir que les gens qui étaient voués à pratiquer le Kalaripayat pratiquaient pendant des heures et des heures. Il y avait un minimum, je crois, de 4 heures de préparation à la base avant d'accéder aux exercices martiaux. Et ces exercices préparatoires étaient des exercices qui se faisaient dans des salles bien précises qui étaient dans la terre. Donc quand tu entrais dans ces salles-là, tu étais obligé de toucher la terre, hein, les salles étaient légèrement enterrées, de toucher la terre avec tes pieds, avec tes mains. D'accord, tu te reliais à la terre en amenant de la terre sur ton front, et tu devais transpirer dans la terre. Donc il y avait énormément d'exercices justement pour transpirer, pour nettoyer, et il y avait énormément de massages aussi qui étaient faits pour rendre le corps très flexible et pour qu'il y ait cet échange. Et il y avait aussi forcément les vénérations des dieux ou des déesses qui étaient associées aux éléments, principalement à la terre, et les pratiques étaient sacrées de toute manière à la base. Les pratiques martiales étaient sacrées, je tiens à le rappeler, c'était pas dissocié. Voilà. Cet esprit du nettoyage par les éléments était très présent dans les pratiques martiales traditionnelles. Oui, de toute façon, c'est quelque chose que je pense qui est général. De toute façon, enfin,
on commence pas à construire quelque chose sur des fondations de toute façon qui vont pas, on est d'accord. Donc et évidemment qu'il faut commencer par et puis tu sais, commencer par la racine qui est dans la terre aussi. Et bon, en alchimie c'est pareil, tu sais, se servir des éléments pour nettoyer différentes choses. C'est tout à fait normal, tu sais. Enfin, moi je sais que, enfin voilà, dans les ouvrages d'alchimie que j'ai lus, en l'occurrence, l'eau est censée laver les émotions. Enfin, tu vois, l'air, ça purifie le mental. La terre, il me semble que c'est du nettoyage, c'est pas du lavage, c'est du nettoyage. Enfin bon, bref, il me semble que c'est quelque chose d'essentiel. En Amérique latine, il y a beaucoup de choses en fait qui sont comme ça. Je pense qu'ici, ça s'est un peu perdu. Je sais que voilà, c'est un peu peut-être la mode d'honorer les éléments en appelant les portes de je ne sais quoi. Moi, j'aime ramener les choses à un niveau extrêmement terrien en fait, un niveau extrêmement terrien. Donc ouais, peut-être aller, tu sais, aller dans la rivière, effectivement, suer comme il faut, voilà, dans un témascal ou au soleil, s'exposer au vent, enfin tu sais, prendre de l'argile pour se nettoyer avec de l'argile vraiment si tu veux. Voilà, moi c'est des choses qui sont importantes et que je mets vraiment en avant quoi. Donc ça ce serait la base de ce que je proposerais, et je pense que je passerai un certain moment en fait sur ça, pas uniquement qu'ils le fassent voilà, tu sais, si je sais pas si j'organise quelque chose sur une semaine, tu vois, mais qu'ils apprennent en fait par eux-mêmes que quand il y a du vent, quelque chose comme ça, que expose-toi au vent, demande au vent de te nettoyer ton putain de mental quoi, tu vois, t'as une rivière, quelque chose, enlève tes putains de chaussures, va foutre les pieds dans la rivière et demande-lui d'enlever les émotions, tu vois, des choses comme ça en fait. Réapprendre, si tu veux, un contact avec la nature, parce que voilà, on parle, il y a beaucoup de gens qui vont faire des stages chamaniques sur un week-end, mais une fois rentrés dans le quotidien, je pense qu'ils oublient en fait que l'eau, c'est l'eau, que la terre en fait, elle est pas juste, tu vois. J'aimerais en fait pouvoir, quand je parle de reconnexion à la nature, c'est des choses qui sont très basiques au final, hein, ça n'a rien de compliqué, mais j'aimerais que les gens se souviennent en fait, tu vois, que ouais. Quand ils voient de la terre, ils ont envie de la toucher, qu'ils ont envie de connecter, tu vois.